Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Emeric et aujourd'hui je suis accompagné de Ulysse. Salut Ulysse. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech, basée cette fois autour de Satoru Umezawa. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Donc Ulysse, aujourd'hui au programme Satoru Umezawa. Est-ce que tu peux nous lire ce que fait la carte s'il te plaît? Alors, Satoru Umezawa, qui est une créature légendaire du dernier Kamigawa, qui est sorti récemment. Donc c'est une créature légendaire humain et ninja. Il est 2/4 pour 3, dont un bleu et un noir. Et il dit qu'à chaque fois qu'on active une capacité de ninjutsu, on regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque, on met l'une d'elles dans notre main et le reste en dessous de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Et ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Il a une deuxième capacité qui nous dit qu'à chaque carte de créature dans notre main, elle a ninjutsu 4, donc 2 incolores, un bleu et un noir. Ouais, alors le truc, c'est que cette carte-là, enfin cette créature légendaire, dès que je l'avais vue spoiler, au début on avait vu que l'image, et j'avais tanné les gens sur Discord en disant putain faut que la carte elle soit bien, faut que la carte elle soit bien, tu peux pas gâcher une illustration comme ça. Tu m'avais même dit que c'était sûrement un descendant Umezawa du coup, que tu voulais que ça en soit un parce que l'image était trop belle quoi. C'est ça. Et turns out que c'en est un, donc GG. Et du coup, celui-là, en plus, on l'a eu bien avant le reste du set, on l'avait eu à Noël. Oui. Il avait été dévoilé à Noël. Et du coup, bien évidemment, elle existe en une autre façon qui est dessinée par le gars qui a bossé pour Metal Gear Solid. Donc voilà, si vous achetez une boîte, ou si vous avez acheté une boîte, normalement, vous l'avez eu. Bref, on n'est pas là pour parler que de la carte, on va parler du deck. Le deck, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ben en fait, du coup, on va s'axer sur trois plans. Le premier, ça va être d'abuser de la capacité de donner le ninjutsu, donc la deuxième ligne de texte. Chaque carte de créature dans votre main a ninjutsu pour 4, pour cheater des grosses bestioles. De ce fait, en fait, il va falloir avoir deux plans, c'est avoir des grosses créatures, mais surtout avoir des petites créatures pour passer, pour activer ninjutsu. Pour rappel, le ninjutsu, c'est un coût alternatif qu'on peut payer au moment où une créature est déclarée attaquante non bloquée. On a une autre partie du plan qui est d'utiliser et d'abuser un peu de la capacité de Satoru, de la première, qui va nous générer pas mal de value à chaque fois qu'on va ninjutsu une bête. On va pouvoir regarder les trois, en mettre une dans sa main, donc faire de la draw sélective, qui va nous rapporter quand même assez de value pendant la partie, qui va permettre d'avoir soit d'autres créatures évasives si on en a besoin, soit d'autres grosses bêtes, soit de la gestion, soit du land, qui va nous permettre de sélectionner un peu ce qu'on va avoir par la suite pour continuer à avancer dans le plan de jeu. C'est ça. Et le troisième plan, c'est, vu que, comme vous l'aurez probablement compris, c'est très commandant centré comme stratégie, puisque le deck peut tourner sans Satoru, mais c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir quand même pas mal de plans enfin, une grosse partie du plan, c'est protéger le board. Que ce soit Satoru, que ce soit les grosses bêtes qu'on se serait embêté à mettre en ninjutsu, ou les petites. Voilà. Qui sont aussi importantes que les autres, parce que sans ça, on pourra pas en mettre d'autres, et c'est bien d'en avoir une grosse, mais elle va prendre un anti-bête à un moment. Exactement. On va donc parler de la stratégie générale du deck, en commençant par les petites créatures qui vont nous permettre de passer derrière les lignes ennemies. Du coup, on vous a fait une petite sélection de créatures qui passent. On va noter par exemple le proscrit changelin, qui est un changelin, qui ne peut pas bloquer et ne peut pas être bloqué. L'avantage que celle-ci elle a, c'est qu'elle a le changelin, et du coup, elle est aussi ninja. Et vous verrez plus tard que, mine de rien, c'est quand même un petit peu important. On a aussi l'âme tourmentée, qui est exactement la même, mais avec qui n'a pas le changelin.
On a aussi l'ombre aux 1000 visages, qui est une créature de Kamigawa, qui a de base le ninjutsu pour 4, mais 2 bleus. Mais c'est surtout une 1-1 vol pour 1 aussi. Donc qui va être une petite créature qui va pouvoir passer derrière les lignes. Et de ça, en plus de ça, elle a un avantage de... si elle est ninjutsu, on peut créer une copie d'une autre créature attaquante. Et qui est attaquante aussi. Et encore une fois, le fait que ce soit un ninja, vous verrez, c'est important, puisque il y a une vraie dimension ninja en plus, que ce soit au niveau des créatures, des petites créatures comme ça, ou des grosses qu'on pourra sneak après. On a aussi par exemple le Dimir Infiltrator qui lui coûte 2, qui est une 1-3 et qui est imbloquable, mais en plus de ça il a la transmutation pour 3. Donc on va pouvoir défausser cette carte pour aller chercher dans notre bibliothèque une carte qui a le même coût converti de mana, la révéler et la mettre dans notre main. Donc aller chercher une autre capacité d'évasion, ou aller chercher un Baleful Strix qui est le Sinistre Strix pour pouvoir piocher une carte, ou le nouveau petit rat de Kamigawa, le maître fourreur d'argent, qui réduit les coups de ninjutsu de 1, et qui donne +1/+1 aux autres ninjas et aux autres gredins. C'est ça. On a aussi des petites créatures qui coûtent pas cher, genre 1 de mana en bleu. On va avoir le guetteur de Guldul, c'est juste une 1-1 qui ne peut pas bloquer. Bon, elle a la mégamorphe, mais ça c'est si vous voulez troller les gens. Ça reste rigolo, mais c'est un peu inutile. Le pisteur des côtes Triton, qui est une simple 1-1 gredin qui ne peut pas bloquer. Là aussi, hein, vous voyez, le fait que ce soit un gredin, c'est important parce que ça va bien avec le maître fourrure d'argent qui a une capa avec les gredins. Mais c'est pas la seule, vous verrez plus tard. Et enfin, le voyant Ferry, qui est une 1-1 vol, et quand elle arrive en jeu, elle scry 2. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un ETB qui est intéressant, comme le Strix tout à l'heure, puisque le ninjutsu fait remonter en main, donc en fait, du coup, après, on fait notre petite tambouille, elle remonte en main, on la rejoue, on continue à faire de la value et d'avancer dans notre plan de jeu de cette manière. Et en plus de ça, avec Satoru, le scry c'est sympathique parce que on va la jouer, on va faire un scry 2, si on la ninjutsu après, on va pouvoir, comme on va regarder les 3, si c'est vraiment 2 cartes qu'on veut pas sur le premier scry, on peut les mettre en dessous, pour que sur Satoru, on regarde 3 nouvelles cartes. Exactement. Et ce qui est l'avantage de la plupart des cartes qu'on a citées là, c'est que c'est des communes, donc à part l'ombre aux 1000 visages et le Strix, mais le Strix est souvent réédité dans des précos. C'est des communes qui valent que dalle, donc en fait, pour l'instant, c'est pas mal. On a aussi des créatures qui peuvent être intéressantes en termes d'évasion, mais qui sont un tout petit peu plus chères en mana. Comme par exemple l'emprunteur intrépide, qui est une féerie de Eldraine et qui a une capacité qui est cool parce qu'elle a un côté aventure qui est le chapardage où on peut renvoyer un permanent qu'un adversaire contrôle dans les mains de son propriétaire. Permanent non terrain. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer chapardage, mettre votre créature en aventure, jouer la créature, attaquer avec la créature, ninjutsu, et ensuite du coup la remonter dans votre main. Et du coup vous pouvez réutiliser l'aventure une seconde fois. C'est ça. Ça donne vraiment genre 3 vies à la créature. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc toutes ces petites créatures, elles ont quand même une limite, c'est qu'elles nous protègent pas des grosses attaques adverses, surtout qu'on aime bien les garder pour pouvoir ninjutsu, et qu'en plus de ça, jouer une bête, puis attaquer, puis ninjutsu à 4, ça commence à faire pas mal de mana, donc c'est pour ça que on joue énormément de petites créatures qui sont imbloquables ou qui ont une autre capacité d'évasion, pour pouvoir garder un maximum de mana pour pouvoir ninjutsu des plus grosses bêtes après. Ouais, c'est ça. En fait, le côté... les petites bêtes qui... C'est excellent en termes de tempo sur les premiers tours, parce qu'en général, vous allez mettre une petite bête. Au T2, vous allez ramp ou jouer un autre truc. T3, Satoru, T4, grosse bête. Du coup, en termes de tempo, vous allez être pas mal. Le problème, c'est que si vous topez pas vos grosses bêtes tout de suite, ça va être un petit peu compliqué de se défendre juste avec des 1-1 pour 1, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de grosses bêtes, est-ce que, Ulysse, tu peux nous indiquer quelles sont les quelques bonnes créatures qu'on a décidé de mettre? Alors, qu'est-ce qu'on a en grosses créatures? On a Toxrill qui vient de Noce Écarlate, qui est une créature qui normalement coûte 7, mais dans Satoru coûtera très souvent 4. Et qui va nous permettre de gérer un peu les adversaires et de piocher grâce à ses capacités. En plus de ça, de faire des petites 1-1 qui, même si elles n'ont pas d'évasion, quand commence à en avoir beaucoup, les adversaires ils vont pas forcément les bloquer. Donc on va pouvoir
en plus ninjutsu sur ces petites 1-1 là. On va avoir aussi comme grosse créature Shaoldred, qui est le prédateur noir très connu des joueurs de mono noir. C'est une 6-6 pour 7 qui a la traversée des marais, mais qui surtout au début de votre entretien vous pouvez renvoyer une carte de votre cimetière dans votre sur le champ de bataille. Donc ça permet de ramener des grosses bêtes ou des petites créatures pour pouvoir re-ninjutsu qui ont été gérées. Et chaque adversaire sacrifie une bête à son entretien, ce qui est vachement oppressif pour les adversaires. Ouais, et l'avantage qu'a Sheoldred, c'est qu'elle a la traversée des marées. Et c'est pas rare en fait qu'il y ait quelqu'un qui ait du noir à la table, et donc qui ait des marées. Et de cette façon, en fait, votre Sheoldred, parce que il y a une faiblesse, c'est que généralement, quand vous avez ninjutsu une bête, elle va passer une première fois, c'est sûr, puisqu'elle est considérée attaquante non bloqueuse. Mais après, il faut pouvoir continuer à la faire passer. Et Sheoldred a une capacité d'évasion qui est quand même assez puissante, je trouve. Dans les autres créatures, j'en avais parlé en fait dans la vidéo des commandants avec Thibaut, c'est la masse sensuicéphale. Alors, c'est un choix très très personnel, mais vous allez voir, c'est cool. Pour 5, 1 bleu et 2 noirs, vous avez une 6-6 horreur piétinement. Et à chaque fois que la masse sensuicéphale inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez regarder la main de ce joueur. Si vous faites ainsi, vous pouvez lancer un sort parmi ces cartes sans payer son coup de mana. Et dans le même genre, on a aussi le Oni à la lame silencieuse, qui lui est déjà un ninja, donc il a aussi un coup de ninjutsu alternatif, enfin en plus, qui est 4, 1 bleu et 1 noir, c'est une 6-5. Et quand il dit, pareil, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, regardez la main de ce joueur, vous pouvez lancer un sort parmi ces cartes sans payer son coup de mana. Je les mets en même temps ensemble parce que elles font globalement la même chose. Et ce qui est bien, c'est que dans les deux cas, au moment où vous avez une ninjutsu, elles vont taper, donc elles mettront 6. Et vous allez piquer une carte au joueur que vous attaquez avec. Donc voilà, c'est un peu clunky, c'est un peu une carte de junk, mais moi j'aime beaucoup. Spécialement la masse sensuicéphale parce que j'ai un exemplaire depuis Ravnica 1 et j'ai jamais pu la jouer. Là, donc là, je suis content de pouvoir... Là, c'est le bon pack parce que le vrai problème de cette carte, c'est son coup à 8 qui est très coloré en plus, 2 noirs, 1 bleu. Là, on va la payer 4, 2 incolores, 1 bleu. Et en fait, l'effet est toujours sympa parce que, à part si l'adversaire n'a vraiment rien en main, mais souvent, il y aura toujours une petite carte de rampe, une petite carte de gestion qui traînera, ou une petite bête qui va nous permettre à nous de chum block à un moment. Il y a toujours un petit truc à prendre. Ça reste du card advantage dans tous les cas. Puis on a aussi 3 grosses bêtes que tous les joueurs qui ont voulu monter Satoru ont pensé à ces 3 grosses créatures. On a d'abord Razaket au sang immonde, qui est une 8-8 pour 8, dont 3 noirs. Elle a le vol et le piétinement, mais elle a surtout un effet qui permet de payer 2 points de vie, sacrifier une autre créature pour chercher dans sa bibliothèque une carte, et la mettre dans sa main. Donc sans la révéler. Sans la révéler, bien sûr. C'est quand même c'est une créature assez connue de Magic qui permet de faire beaucoup de conneries, mais là elle va... Bon déjà c'est une 8-8 vol piétinement, donc contrairement à d'autres grosses créatures, elle risque de passer même après son ninjutsu. Ouais. Et sans ça, aller chercher des cartes et pouvoir les mettre dans notre main, ça nous permet d'aller chercher d'autres grosses bêtes pour continuer à ninjutsu derrière, ou des petites bêtes si on a des grosses en main et qu'on n'a pas de petites pour pouvoir ninjutsu. Donc non, c'est une excellente carte dans le pack. On a aussi Jinji Taxias, Augure du Noyau, qui est le premier Jinji Taxias. C'est une 5-4 flash, qu'on jouera rarement en flash parce qu'elle coûte 10 dont 2 bleus. On la jouera souvent en ninjutsu et elle dit qu'au début de votre étape de fin, vous piochez cette carte et la taille maximum de la main de vos adversaires est réduite de 7. Donc bon, déjà elle mettra une petite baffe en arrivant. Ouais. Et en plus de ça, à la fin du tour, on va piocher cette carte, qui est toujours bien dans le pack, on a besoin d'alimenter le plan de jeu et d'avoir des cartes pour protéger notre plan de jeu. Ouais, c'est ça. Et puis le truc, c'est avec Jinji Taxias, c'est que généralement il va servir de paratonnerre. C'est ça. Ce sera très rare. Celui-ci n'a pas d'évasion, mais en fait il va tellement mettre attirer le focus sur lui que il aura fait son office en fait. Le temps que les autres cherchent une solution ou quoi. Imagine, tu fais la sortie Champomy où tu fais T1, Sol Ring, caché, T2 Satoru et une bête, T3 t'attaques et tu... Et tu mets Jinji T3 tu mets un Jinji Taxias, tu vides un peu la main des joueurs, tu vois. Je pense que la game peut se terminer là. Presque. Mais même sans ça, pour 4,
puisqu'on va considérer qu'on la paye pour 4. Pour 4, Ouais, une ouais. 5-4 qui vous fait juste piocher quand 7 à votre prochaine étape de fin, bah vous la jouez tous les jours. Ouais, ouais. Donc là, même si elle prend un anti-bet juste après votre tour, c'est bon. Et par contre, si elle fait le tour de la table, ça va être vachement compliqué. Sauf si les gens ont déjà des cartes qui disent que leur limite est... Il n'y a plus de limite. Bon bah plus de limite, moins 7, ça fait toujours plus de limite. Mais sinon, c'est fini. Enfin, pour avoir joué Jinji Taxias dans d'autres packs, et l'avoir sorti et qu'il ait fait le tour, devoir défausser sa main à chaque fin de tour, et de devoir jouer toutes les cartes qu'on a en main là, alors qu'on n'a pas forcément le deck adapté, c'est vraiment compliqué. Et enfin, on a la dernière carte qui est sûrement celle à laquelle tout le monde a pensé en voyant Satoru. Ouais. C'est le Colosse de Peste-Acier qui est une 11-11 piétinement infection indestructible. Et s'il devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, on le révèle, on le mélange dans la bibliothèque de son propriétaire. Bah, c'est... Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un one-shot, quoi. Oui, voilà, vous one-shotez littéralement quelque chose. Bon, il peut y avoir des réponses possibles, hein, un petit Swords ou un Pass bien placé avant les dégâts, Bien sûr. etc. Mais globalement, voilà, la personne en face, elle va mourir, quoi. Pour avoir vu Encore qu'une fois, je me suis pris, je jouais je sais plus quel deck, et j'attaque un mec avec un colosse, et le gars joue un truc genre, tu préviens la paume déflectrice. Ça fait, c'est pas joyeux de se prendre une paume déflectrice là-dessus, Non. Mais c'est pas grave. Mais pour avoir joué contre d'autres gens qui jouaient Satoru, le Colosse T4, bah ça pique. Hein. Parce que T4 il a tué quelqu'un, donc il y a déjà une personne en moins pour s'en occuper. Et les deux autres, bah, ils ont vraiment besoin de se dépêcher. En plus, il a le piétinement. Ouais. Donc non, c'est vraiment très très bien dans le pack. On continue avec les grosses bêtes, on va vite fait parler du démon scarifié de rune, qui n'est rien d'autre qu'une 6-6 démonique tutor qui vole. Donc toujours bien de pouvoir la cheater, d'aller chercher ton démo, enfin d'utiliser ton tuto, d'aller chercher ce que t'as besoin. Oui. On va parler ensuite de 3 créatures bleues, que je trouve assez intéressantes et qui sont là pour les games... Enfin, si vous posez cela, attendez-vous à des games un petit peu plus lentes même de votre côté. On va commencer avec le Sphinx consacré, qui est une 4-6 vol pour 4 et 2 bleus. Il a le vol, c'est un Sphinx, bravo. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, vous pouvez en piocher 2. Donc c'est toujours bien, hein, ça, on refile notre main, on continue à gagner des balles en fait pour continuer notre plan de jeu. Mais c'est qu'une 4-6, donc bon, c'est pas overkill comme les autres. C'est un super paratonnerre. Ouais, pareil. Comme Jinji Taxias, c'est un très bon paratonnerre. Ensuite, nous avons Laura Briscock, qui vient aussi de Nos Écarlates, une 7-8 flash pour 7. Il ne peut pas être contré, donc si vous voulez la radcast, vous êtes sûr qu'elle passe. Et à chaque fois que vous lancez un sort, vous choisissez l'un, renvoyez un sort que vous contrôlez dans la main de son... que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire, ou renvoyez un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ce qui peut être bien, c'est que du coup, ça peut vous sauver des bêtes, ou vous pouvez enlever le peu de bloqueurs qui restent en face. Enfin, vous voyez. J'ai vu la carte une ou deux fois seulement en action, et c'est assez impressionnant. Et la dernière créature, c'est Netzal, la marée primordiale, qui est l'ancêtre dinosaure bleu de Rivals of Ixalan. Ce sort ne peut pas être contrecarré. C'est une 7-7 pour 7. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort non-créature, piochez une carte. Et vous pouvez vous défausser de 3 cartes pour l'exiler et le renvoyer en jeu engagé au début de la prochaine étape de fin. Donc en gros, quelqu'un veut vous le gérer, il va lancer un sort de destruction. Trigger, vous piochez une carte. En réponse, vous pouvez vous défausser de 3 cartes et vous l'exiler et vous le fliquer. Donc il s'en va et il reviendra à la fin du tour engagé. Donc 3 créatures qui sont là pour des plans de jeu un peu plus lents. Voilà. Sauf que, avec tout ça, donc comme on l'a dit pour la plupart, déjà c'est des paratonnerres à anti-bet. Ce qui est logique puisque à partir du moment où vous cheatez rapidement une grosse bête, il faut s'attendre à en prendre un peu dans la tronche, que ce soit dans la tronche de vos créatures ou même dans la vôtre. Mais, comme on l'a vu avec Jinji Taxias, elles sont toutes impactantes et importantes et ont un intérêt dans le plan de jeu. Parce que même si votre Jinji Taxias il fera pas une rotation complète, la plupart du temps vous arriverez quand même à piocher vos 7 cartes, et si vous avez du bol, vous enlèverez la main de 2 joueurs. Donc on a vu qu'on a on a des petites créatures, on a des grosses créatures. Mais on a deux problèmes, c'est que on a un deck qui va être beaucoup basé là-dessus. C'est soit on va devoir mettre beaucoup de candidats pour Satoru, donc que ce soit des grosses ou des petites, soit on va mettre plus de protection.
C'est un peu l'idée dans laquelle le deck a été monté. Du coup, on a décidé de passer sur la première option, c'est elle d'avoir beaucoup de créatures, puisqu'on en décompte pas moins de ou plus d'une trentaine. Beaucoup de créatures. Ouais. Et donc il y a un type de créature qu'on a beaucoup teasé mais dont on n'a pas totalement parlé et qu'on a pas mal dans le pack, c'est les ninjas. Pourquoi t'as mis autant de ninjas, Emric? Donc en fait, il y a 13 ninjas, direct ou indirect, parce qu'il y en a qui ont tous les types, il y a des change-formes, vous verrez. 13 ninjas dans le deck. Le truc, c'est que Satoru, on l'a dit avant, c'est un deck qui est très commandant-centrique, donc il nous faut un plan B. Le plan B, c'est le plan B comme ninja. Pourquoi? Parce que du coup, on va pouvoir utiliser la première kappa plus facilement, celle de Satoru, celle qui dit que à chaque fois qu'on fait un ninjutsu, on peut filtrer des cartes, donc il nous fallait d'autres ninjas. De deux, la plupart des ninjas ont des capacités intéressantes quand elles connectent. Et de trois, c'est au vu du coup de mana de nos grosses bêtes, il y a une carte, une créature légendaire ninja à laquelle les autres pensent quand ils disent qu'ils veulent monter un ninja, c'est Yuriko. Oui. Yuriko est dans le deck. Yuriko, pour rappel, c'est une 1-3 qui a un ninjutsu de commandant 2. Et chaque fois qu'un ninja que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous mettez cette carte dans votre main, et chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte. Du coup, Satoru, il n'a pas forcément besoin d'être là pour que le deck ait un second souffle. Ce second souffle est apporté par les ninjas, avec Yuriko à leur tête. En ninja, qu'il est bon de remarquer, donc on vous a déjà parlé de l'ombre, au mille visages, qui est en fait un clone. On vous a déjà parlé de Maître Splinter, le Maître Fourrure d'Argent. Oui. On a mis aussi le Profanateur de Crâne, qui est une 2-1 Ra et Ninja, elle a un ninjutsu pour 1 mana noir. Et elle dit qu'à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut exilier 2 cartes depuis le cimetière de ce joueur. L'avantage qu'il a, c'est que bien souvent, on va tomber contre des gens qui ont envie de jouer avec leur cimetière, donc ça punit un petit peu. On a aussi l'élève de Sakashima, qui est un ninja que j'aime beaucoup, puisqu'en fait c'est un clone qui a le ninjutsu. Vous pouvez le jouer pour 4, comme un clone classique, ou vous pouvez le ninjutsu pour 2 seulement, et avoir une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Sauf que ça reste un ninja en plus, donc ça c'est pas mal. On a aussi l'infiltratrice ingénieuse, qui est un ninja et un Vedalquin, qui est une 2-3 pour 4, et qui a le ninjutsu pour 2. Et à chaque fois qu'un ninja que vous contrôlez connecte, donc inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Et du coup, ce qui est bien, c'est que avec le nombre de ninjas qu'on a, on arrivera souvent à piocher des cartes en plus, et toujours pareil, avec cette logique de continuer à filtrer le plan, etc. C'est ça. Il y a aussi le Shinobi déchu, qui est une carte bien connue des joueurs de Yuriko. C'est une 5-4 ninja zombie, et qui a le ninjutsu pour 4, dont Dimir, ou sinon elle coûte 5, dont Dimir. Et donc à chaque fois que lui inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur exile les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer ces cartes sans payer son coup de mana. C'est assez fort. Ouais, ça reste dans le plan de jeu, comme le Oni dont on parlait tout à l'heure, et la masse, on fait du card advantage, en plus en enlevant des cartes à l'adversaire. Ouais. Et il y aura toujours un petit truc à trouver. Au pire, on lui a juste enlevé 2 cartes. C'est ça. Et il a pris 5. Et il a pris 5. Soit un huitième de sa vie. Oui. Les 2 dernières cartes du thème ninja, c'est bien évidemment, on pouvait pas faire un deck ninja sans la jouer, c'est Yeux d'encre, la servante des Oni. Créature légendaire Ra et ninja, ninjutsu à 5 tout de même. C'est une 5-4 et elle coûte 6. Et elle dit que quand elle affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre une carte de créature depuis le cimetière de joueur sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc elle réanime. Mais chez les adversaires. Chez les adversaires. Et pour 1 et 1 noir, on la régénère. Donc voilà, c'est une carte iconique. C'est le ninja, quand le type avait été teasé à l'époque. On parlait beaucoup de cette carte. Et enfin, Kaito. On a mis Kaito Shizuki, donc le Planeswalker. Bon, il fait de la value, il fait des ninjas, donc il fait un petit peu tout ce dont vous avez besoin. Des ninjas qui peuvent pas être bloqués. Des ninjas qui ne peuvent pas être bloqués, donc idéal pour cheater vos grosses bêtes, etc. C'est ça. Pour les ninjas, en fait, il y a aussi 2 enchantements qui sont très forts. C'est le linceul de fumée et l'adaptation ésotérique. Le premier, c'est un truc qui fait que votre ninja, une fois qu'il est passé, généralement, c'est difficile de le refaire passer. Avec linceul de fumée, ça donnera un moyen d'évasion supplémentaire, puisque ça va donner le vol, ce qui est très intéressant. Et ce qui est bien avec le linceul, c'est que même si le ninja mort
même si le ninja enchanté est tué, le linceul reviendra quand un autre ninja reviendra en jeu. Vous suivez? Donc du coup, l'enchantement remontera toujours depuis le cimetière, donc c'est super cool. Et l'adaptation ésotérique, l'intérêt en fait, c'est de citer le mot ninja. Comme ça, si vous pouvez avoir les deux plans en même temps. Si vous avez Yuriko et Satoru, il n'y a rien qui vous empêche de, par exemple, jouer votre Azaket, coller 8 et avoir l'effet de Yuriko qui va rentrer en pile en plus. Ça permet également aussi de donner le boost avec le maître fourrure d'argent. Et ça permet aussi, avec l'infiltratrice ingénieuse, de piocher des cartes. Piocher beaucoup. Et donc on a aussi deux terrains qui vont jouer le rôle de terrain déjà, et ensuite de petites créatures si on en a besoin. On a le conseil des fées, des féeries, qui arrive engagé et qui ajoute du bleu, mais qui pour 2 devient une 2-1 vol jusqu'à la fin du tour, et c'est toujours un terrain, donc ça permet d'avoir une petite bête volante qui peut attaquer pour pouvoir ninjutsu dessus. Ensuite on le renverra en main, etc. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu une perte de tempo, dans le sens où, bah, mine de rien, c'est votre landboard du tour qui saute, quoi, quasiment. Mais des fois, le jeu en vaut la chandelle, on va dire. Bah, rater son land drop pour tuer un mec avec Colossus, ça va. Ouais. C'est ok. Et on a la deuxième qui est la fosse à goudron rampante, qui arrive aussi engagée, qui elle par contre fait du noir ou du bleu, et qui pour 3 dont Dimir devient une 3-2 bleu-noir élémentale, et elle ne peut pas être bloquée. Donc c'est encore mieux que le conseil, puisque on est sûr qu'elle passe. Ouais. Enfin, sauf anti-bête, etc. Elle ne... Non, mais bien sûr. On est sûr qu'elle passe avec l'état du champ de bataille actuel. On va s'attarder du coup maintenant au reste des cartes, et oui, toutes ces cartes qui ne sont pas forcément des créatures, des fois il y en aura. Et on va commencer par la rampe. Pour ce qui est de la rampe, c'est très classique. Les usual suspects, hein, comme on peut dire. Anneau solaire, cachet de Dimir, cachet d'ésotérisme, talisman de dominance, pierre de l'esprit. Et une MDFC qui est la renaissance de Malakir que j'aime beaucoup, puisqu'elle joue soit le rôle de terrain, soit le rôle juste un truc qui va sauver une de nos bêtes, tout simplement. C'est ça. Au passage, en fait, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'effets de rampe, parce que le coût moyen des cartes, il va être bas si on compte sur Satoru, en fait. Donc du coup, idéalement, on essaie d'avoir un caillou dès le début, très rapidement dans la game, et on verra qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus, mine de rien. Donc ensuite, on va regarder la draw, donc on a des trucs assez classiques comme étude heuristique, contemplation. On a aussi des 3 cartes qui ont le même effet, qui vont être Bidantassa, mission de reconnaissance et Grazilax, qui disent qu'à chaque fois qu'une créature inflige des blessures à un joueur, vous piochez une carte. On a aussi d'autres créatures qui vont avoir cet effet-là, dont on a déjà parlé. Il y a le Sinistre Strix, par exemple, qui nous permet de piocher quand il arrive. Et il a le vol et le contact mortel. Donc en plus, c'est une bonne bête à ninjutsu pour pouvoir la rejouer, pour pouvoir repiocher. Donc, on a Mindstone qui fait piocher aussi. Si jamais, ouais. Si jamais on a vraiment besoin d'une carte, Mindstone, ça fait toujours piocher. Ouais, c'est ça. Il y a volontairement pas trop d'effets de tuto dans le deck, simplement parce que ce serait peut-être un peu trop facile. Et que mine de rien, le deck doit rester à un certain niveau, on va dire. Surtout que bon, il y a quand même 3 effets qui existent. Et on a 2 démons plus l'ulti de Kaito si vous y arrivez. Donc en vrai, oui, mais c'est pas des effets très classiques qui coûtent 2 mana. C'est ça. Et il nous reste à parler de la gestion et de la protection. Il y a quelques trucs qui sont assez spicy et certains que je suis content d'utiliser. On va passer sur les trucs assez classiques. Donc tutelle féroce, ripaille mortelle, les 2 sorts gratuits. Ce serait bête de s'en priver, ils sont là. J'ai mis oubliette parce que on en avait entendu parler à fond quand ça a été réédité. Et finalement, toi, je sais pas, mais moi, je la vois pas plus jouer que ça. Les fois où je l'ai vu, c'est surtout des gens qui la jouaient dans d'autres packs et qui ont pu en avoir d'autres et qui continuent à la jouer. J'ai pas vu de nouveaux joueurs rejouer oubliette. Mais assez curieux de voir ce que ça peut donner de shutdown complètement le commandant de quelqu'un, en fait. C'est une super carte, oubliette, quand même. Ouais. C'est super fort, en vrai. Pour l'avoir joué dans d'autres packs, c'est vraiment bien de dire, bah tiens, ton commandant, tant qu'il y a oubliette, tu le vois plus. Ou une autre grosse bête, mais souvent sur les commandants c'est encore plus fort.
Et non, c'est vraiment un truc... c'est une carte qui est clairement pas assez jouée. Dans les autres trucs récents, donc ça a l'air cool sur le papier, mais on sait pas trop encore. Il y a Marche de la Brume, tourbillonnante. Le sort à X de Néon Dynasty, où on peut faire passer des créatures hors phase. Donc ça va nous permettre soit d'enlever un bloqueur en face, soit ça peut nous permettre à nous de protéger notre grosse bête, notre Satoru. Et surtout, il y a un coup supplémentaire où on peut juste exiler une carte bleue un peu inutile de notre main, payer un bleu et protéger notre créature, par exemple. Ou enlever le bloqueur en même temps, tu vois. J'ai trouvé que la carte était assez intéressante. Ouais, j'ai pas eu l'occasion de la tester encore, mais ça a l'air vraiment bien. Puis enlever une petite bête imbloquable quand on est bien en place, pour pouvoir phase out deux créatures, c'est plus un mana. C'est ça. Bon, c'est correct. Il y a aussi Emporté, le contre de Crimson Vow, que j'aime bien dans le sens où en fait on peut counter un commandant pour 1. Donc on est un deck commandant centrique, donc il n'y a pas de raison qu'on empêche aussi les autres de jouer leur commandant, tu vois. Je trouvais le truc intéressant. Pour l'avoir joué emporté, c'est vraiment bien. Ouais. Parce que pour 1 on counter un commandant, ensuite sinon pour 3 on peut contrer n'importe quoi. Pour 1 on peut contrer un sort qui vient du cimetière. Enfin c'est vraiment une bonne carte emportée, je trouve. Ensuite, c'est une carte qui commence à être un petit peu âgée, mine de rien, parce qu'elle date de Battle Bond. Et Battle Bond, bah, ça a 4 ans, maintenant, cette année. C'est Fumble. Ouais. Alors, je suis désolé pour les anglophobes, mais il n'y a pas de version française de cette carte. Fumble, ça dit, pour 1 et 1 bleu, vous pouvez renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire, et vous acquérez le contrôle de toutes les auras et de tous les équipements qui lui étaient attachés, puis attachez-les à une autre créature. Ça paye pas de mine comme ça, mais en fait ça fait tellement de trucs que pour 2 mana je comprends pas pourquoi on le voit pas plus souvent jouer. Ça peut te sauver une bête à toi, ça peut enlever un bloqueur gênant. Si vous jouez contre un deck qui a tendance à avoir un petit peu trop d'aura ou d'équipement sur elle, bah vous pouvez les dispatcher comme vous voulez. Donc je sais pas, la carte Moi je suis pas ultra fan de la carte, mais en ce moment c'est super bien. Ouais. Oui, parce qu'on en voit beaucoup des Voltron. Entre Sveltepath, les trucs qu'on a eu dans Commander Legend, les commandants enchantement qu'il y a eu assez récemment dans MH2, c'est vraiment une bonne carte en ce moment. Et ensuite on a quelques anti-bêtes, enfin anti-bêtes / anti-permanents qu'on connaît. On a Droit à la Gorge qui reste statistiquement bon maintenant il y a Infernal Grasp, mais ça reste statistiquement un des meilleurs sorts de destruction de créatures. À 2 en éphémère. On a aussi Resculpté, qui est en test, mais qui me semble très prometteur, dans le sens où la comparaison la plus facile à faire, c'est Reality Shift, le sort, tu sais, qui exile une créature, mais que le mec, il manifeste la carte du dessus de son deck, donc il a une 2/2. Sauf que là, t'as le choix, puisque c'est soit un artefact, soit une créature, mais tu donnes une 4/4 en échange. Mais je me dis que dans ce deck, c'est pas si dérangeant que ça, en fait, tu vois. Bah souvent 4/4, toi dans le pack, soit tu vas jamais vouloir bloquer avec tes petites 1/1, sauf si tu vas mourir, mais dans ce cas-là t'es déjà assez au fond, soit t'as des énormes bêtes, donc une 4/4 t'en as un peu rien à faire. C'est ça. Et ça exile. Et bien sûr nourrir les seins, on peut plus jouer noir sans s'en passer de cette carte, tellement ça fait tout. Ça fait tout. Quelques sorts aussi un petit peu de contre, on a Noyade dans le loch, Déni des Arcanes, Négation, bien sûr. Et Plaque d'armure de l'Azotep que j'aime beaucoup, que je considère un petit peu comme un pseudo-contre, puisque ça va donner la défense talismanique. Et enfin, on a 2 Mass Removal, le Déluge Toxique et Faille Cyclonique. Bon, Faille Cyclonique, on ne la présente plus, c'est beaucoup trop fort pour le format, mais on a le droit de la jouer, donc on la joue. Et Déluge Toxique, l'avantage qu'on a, c'est que nous, vu qu'on va avoir, à un moment, on va avoir un board normalement plus gros que les autres, ce sera toujours à notre avantage de jouer cette carte. Voilà. Important à noter aussi, dans les terrains, on a intégré Otawara, la cité aérienne, et Takenuma, le marais abandonné, qui sont les 2 nouveaux terrains, qui ont tous les 2 des bons effets de protection ou de récursion. Oui. De récursion, pardon. Otawara qui permet de bounce un truc, et Takenuma qui permet juste de réanimer, quoi. Enfin, de meuler puis de reprendre dans notre main. Donc là, pareil, on fait une sélection. Et voilà, on a présenté toutes les cartes de ce deck, qui est ma mouture perso actuelle de Satoru Umezawa. Il y a forcément des choix où on peut en parler, notamment, je pense, un truc tout simple, que ce soit les petites créatures ou les grosses créatures. J'ai pas pris les meilleurs dans les 2 cas. J'ai pris des cartes qui me parlaient à moi, et que j'estimais avoir
leur intérêt dans le sens où elles ont un impact au moment soit où elles arrivent, soit au moment où elles touchent, ce qui est le plus important avec ce deck. On a donc un deck qui est en 2 temps, hein. Dans le premier temps mettre une petite bête, deuxième temps attaquer, et qui a un plan B qui est le plan ninja, comme on l'a vu. Le reste, le tout saupoudré de ce qu'il faut de gestion et de contrôle, comme on l'a vu, avec les petits sorts. Donc voilà. Bah, en tout cas, on espère que cette deck tech vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est important pour le référencement, tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si jamais le deck vous plaît et que vous voulez en parler avec des amis. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous commencez à connaître maintenant la petite chanson, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Et sur ce, bah, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde! Salut!